à toutes et à tous dans ce 13h, le sommaire. Mawlud ou la naissance du prophète Mahomet. La fête se célèbre aujourd'hui, même si cette commémoration varie selon l'approche de chaque musulman. Vous suivrez un élément pour plus de clarification. Mais sur les fonds baptismaux, ce week-end à Parakou, du parti La Nouvelle Alliance, la cérémonie a connu la présence de plusieurs responsables de partis politiques. Les détails sont à suivre. À suivre également dans cette édition le compte rendu des différents plateaux de votre émission Dimanche c'est politique de ce 17 octobre 2021. À nouveau, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans ce journal. Comme on l'annonçait en titre, ce lundi 18 octobre 2021 marque la fête de Mawlud, encore appelée la naissance du prophète Mohammed. C'est une commémoration que ne partagent pas beaucoup de musulmans. Pour plus de clarification, Aziz Achamou et Edouard Kakbo se sont rapprochés de certains imams et fidèles. Suivez cet élément. Le Mawlud correspond à la naissance du prophète Mahomet et est commémoré chaque année par les fidèles musulmans. Cette commémoration a lieu le 12 du mois de Rabi al-Awal, une occasion pour tout bon fidèle musulman de se rappeler l'histoire du prophète et d'épouser ses idéaux. Ça dépasse le cadre d'une simple fête. Ce n'est pas une question de jouissance, mais c'est une question de méditation. On peut rentrer en soi-même. En réalité, ce n'est pas seulement pour le musulman, c'est pour l'homme. Quand on sait que Dieu a envoyé un messager et que le messager a apporté un message et que c'est un message salutaire sur le plan individuel, sur le plan de la communauté, sur le plan mondial, ça veut dire quoi? C'est de pouvoir rentrer en méditation. Remercier Dieu d'avoir eu ce jour et faire le point par rapport à sa vie personnelle, à ses préoccupations, ses relations avec Dieu. Comment est-ce qu'il met en application sa foi? Et maintenant, les droits de voisinage envers les autres. Le Mawlud n'est pas uniquement un moment de réjouissance, mais aussi l'occasion pour le fidèle musulman d'adopter un certain nombre de comportements. Un musulman, en célébrant ce jour de commémoration, doit rester quand même exemplaire aux institutions du Coran, aux principes, aux attitudes du Coran. Parce qu'on a demandé à la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est Nana Aïcha, de nous dire un peu le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a répondu que Kana khuluquhu al-Qur'an. Si vous voulez savoir le comportement, l'habitude du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, regardez le Coran. Le Coran tout entier, en ses principes, en ses méthodes, en ses attitudes, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un gars, il est tolérant. Il est tolérant, il est humble. Celui qui ne le connaissait pas n'arrive pas à le distinguer quand il est assis parmi ses compagnons. Alors que c'est lui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne force pas les gens et il pardonne à ceux qui le font du mal. Il est tolérant, il a enseigné la tolérance, le pardon, il a enseigné l'amour. Quant à la polémique relative à la commémoration ou non du Mawlud, l'imam Adamo Traoré Tidjani de la mosquée centrale Guadjetin clarifie. C'est la joie que nous manifestons par rapport à la commémoration de la naissance de notre prophète Mohammed, qui est le sceau des prophètes et le sauveur de l'humanité le jour de la résurrection. Car Dieu a dit dans le Coran, Fa'amma bene emati rabbika fahadis. Dès que je vous fais une grâce, manifestez cela pour que les gens puissent voir. Et c'est cette manifestation qui nous a réunis ici. C'est d'accroître les invocations, car l'invocation rapproche le fidèle de son Seigneur. L'invocation vous éloigne des actes sataniques et vous rattache davantage à votre Seigneur. Alors, ce n'est pas seulement aujourd'hui, tout le temps, ça doit être de façon perpétuelle que nous devons faire des invocations, c'est-à-dire
par implorer le pardon de Dieu, louer le prophète Mohammed et louer également Allah subhanahu wa ta'ala. L'humilité dans la grandeur d'esprit, l'amour du prochain, le partage et la solidarité fraternelle, voilà autant de valeurs qu'incarnait le prophète, des valeurs qui, à en croire les sachants, doivent faire école chez le fidèle musulman. Bonne fête à tous les musulmans. Comme vous le savez, nous sommes dans le mois du consommant local. Les autorités béninoises ont donc organisé un déjeuner spécial au cours duquel il était question de présenter à l'assistance les mets locaux et par la même occasion parler de la transformation agricole et industrielle des produits made in Bénin. Et Stanislas Amoua et Edouard Capot étaient présents sur les lieux. Suivez le compte rendu. Cet déjeuner est un déjeuner particulier parce que nous allons parler de la transformation agricole. C'est plus intéressant d'être en train de déguster ce que nous transformons. Donc ce qui sera dit sera donc approuvé par nos assiettes. C'est un panel de transformation locale qui s'ouvre autour des plats de chez nous. Le prétexte est simple. Nous sommes dans le mois du consommant local. Le Bénin, dans sa diversité culinaire, est exposé à l'assistance qui ne boude pas son plaisir. Je vois des noms de tables. Tale Tale, Wassa Wassa, Asrokui, Man, Moyo. C'est pour dire qu'il y a vraiment une diversité culinaire chez nous. Il s'agit de parler des transformations locales, celles agricoles, mais aussi industrielles. Notre pays est dans un processus plus dynamique depuis plusieurs années et il urge de maintenir le cap. On a constaté que entre les États membres, les 8 États membres de l'UEMOA, le commerce, les échanges dans la zone représentent environ 15%. Cela signifie que nous consommons beaucoup plus les produits en provenance de l'extérieur que ce que nous produisons nous-mêmes. La transformation industrielle moderne va aujourd'hui plus loin parce que vous savez que les objectifs de l'ODD et l'agenda 2063 est au cœur aujourd'hui de tous les échanges et au cœur de tout ce que nous avons comme projet. Et c'est pour cela que ces deux transformations sont ensemble aujourd'hui dans cette salle pour nous dire que tout ce qui est transformation, en tout cas au Bénin, la qualité sera un b.a.-ba. À l'occasion, les autorités ont profité pour exhorter nos stylistes à valoriser davantage leur art afin de convaincre les consommateurs. La Chine, ayant souffert depuis plusieurs décennies, est aujourd'hui une référence mondiale. Je dis aux créateurs, à nos stylistes, il faut travailler pour nous proposer des modèles qui sont en adéquation avec les besoins de la jeunesse, qui sont en adéquation avec notre climat, que nous pouvons être fiers d'aborder en toutes circonstances. Mais quand on a fini de dire ça, il faut que nous puissions dire aussi à nos compatriotes, aux citoyens, qu'il faut que malgré tout, on soit fiers, on accepte de consommer nos produits dans cet état. C'est la seule manière d'encourager les producteurs. Tout ce qu'il y a de meilleur dans les plus grands pays, aux États-Unis, en Europe, partout, tout ce qu'il y a de meilleur aujourd'hui, le luxe que vous avez en Chine, pour ceux qui ont eu la chance de visiter déjà dans ce pays, je vous garantis qu'il n'y a pas ce luxe dans aucun pays au monde. Les Chinois sont en avance sur tout et dans tous les domaines. Les ambassadeurs du consommant local ont eu au cours de ce déjeuner à redécouvrir la richesse des mets locaux, ainsi qu'ils sont convaincus de la nécessité de consommer les produits made in Bénin, tant au plan culinaire, vestimentaire que commercial. À la fin de ce déjeuner des mets locaux, certains participants ont donné leurs impressions et formulé par la même occasion des souhaits pour améliorer la qualité de nos produits. Ils sont au micro de Stanislas Amoua et Edouard Capot. J'ai été très surpris parce que j'ai l'habitude de manger local, mais ce qui me faisait souvent défaut, c'est la présentation, c'est-à-dire le plat peut être bon, mais quand il n'est pas bien présenté, il ne donne pas spécialement envie. Donc aujourd'hui, j'ai été agréablement surprise par le plat en lui-même et par la présentation. Je crois que quelque part, c'est une question d'éducation aussi à ce niveau. Parce qu'on a appris, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux, on est plus dans le contexte, consommer ce qui vient de l'extérieur.
une manière beaucoup plus d'essayer en griffe de rentrer dans des normes. Et on oublie que chez nous, on a de très bons produits qui sont meilleurs pour la santé et qui, franchement, n'ont rien à envier aux pays occidentaux. Aux produits occidentaux, pardon. C'est un changement qui ne se fera pas du jour au lendemain. Ça prendra un petit peu de temps, mais je pense que c'est une très bonne initiative. Merci à vous. Alors j'ai été invitée pour participer au déjeuner discussion sur le sujet du consommation local. Oui, les mets étaient bons, ils étaient locaux, ils étaient créatifs, ce qui est intéressant parce que voilà, c'est toujours intéressant d'avoir des mets un peu revisités, soit dans les noms, soit dans la présentation. Voilà, ça amène un peu de nouveauté, un peu de fraîcheur à nos propositions locales. Alors oui, déjà aux Béninois, aux consommateurs, je pense qu'il faut qu'ils portent plus d'intérêt au final à ce que nous faisons. Il faut que les producteurs ou du moins les restaurateurs essayent aussi d'innover pour attirer les consommateurs. Et que quelque part, je reviens sur les consommateurs, qu'ils acceptent aussi de mettre le prix. Parce que quand des restaurateurs décident de faire des produits de qualité, de les retravailler, ça a un coût. Et je pense qu'il faut qu'on accorde cette valeur-là aujourd'hui à nos produits. Déjà, je suis venue la première fois au début du mois avec mes camarades pour une exposition des produits locaux. Et aujourd'hui, on a été invités pour assister au déjeuner. Je trouve qu'ils étaient assez intéressants parce que généralement, on ne nous présente pas les produits locaux de cette manière. Du coup, déjà, la présentation attire beaucoup plus l'attention et le goût, il y était. Donc, on a apprécié. Il est bien vrai qu'on n'a pas toujours été habitué à consommer les produits locaux, mais je les exhorte à la découverte, qui s'intéressent un peu plus à ce que nous produisons ici. Ils ne seront pas déçus. Au niveau des autorités, comme il a été dit pendant le déjeuner discussion, je pense qu'il faut qu'ils accompagnent un peu plus avec des subventions aux producteurs pour que tous nos produits soient plus accessibles et vulgarisés. Ce samedi 16 octobre 2021 marque la mise sur les fonds baptismaux du parti politique La Nouvelle Alliance, en abrégé LNA. La LNA ne se veut pas un regroupement politique de plus, mais un parti politique aux ambitions nobles avec une idéologie précise, le social-libéralisme. C'est la salle de l'alphabétisation de Parakou qui a servi de cadre à cette cérémonie d'officialisation. Voyons ensemble le compte-rendu de Dieudonné Babatunde et Maké Kako. Un nouveau parti vient de faire son entrée dans l'engrenage politique du Bénin. Il est l'œuvre de l'homme politique Théophile Yarou. Mais dans un contexte de profondes réformes où l'heure est au grand regroupement, qu'est-ce qui peut bien justifier la mise sur pied de la LNA, entendez la Nouvelle Alliance? À ceux qui pensent que le LNA est un parti de trop sur l'échiquier politique national du Bénin, je voudrais leur répondre que le Bénin reste et demeure dans le multipartisme intégral et que nous devons user de toutes nos astuces légales pour convaincre la partie du peuple qui, depuis un moment, extériorise un gros dédain pour les questions politiques. Nous sommes là ce jour pour enfin établir la nouvelle alliance entre le Bénin et son peuple. Cette nouvelle alliance est portée par une colombe blanche aux ailes pointées vers le haut. Cette colombe porte un anneau rouge saint de purification en vue de sceller l'union sacrée de chaque âme avec notre pays. Le tout dans un environnement vert, lueur de l'espoir du renouveau démocratique du Bénin. Plusieurs formations politiques aînées ont marqué de leur présence ce congrès constitutif de la Nouvelle Alliance dans un contexte fortement marqué par la pandémie du coronavirus. À tour de rôle, ces derniers ont salué la clairvoyance, le leadership et le choix du président Théophile Yarou de créer son parti politique. Cela témoigne de la vitalité de la démocratie béninoise. Le président de la LNA a conscience des exigences de la nouvelle charte des partis politiques et du code électoral et promet relever le défi. Notre intention, sans être partisan opportunio profiteur, est de donner du sens à la réforme du système partisan, dans la mesure où, dans une logique
de libre concurrence démocratique, nous sommes convaincus, nous, parti LNA, que nous sommes à même de lever seuls et sans difficulté aucune toutes les contraintes contenues dans la charte des partis politiques et le code électoral, notamment en ce qui concerne la disposition relative aux 10%. La nouvelle alliance se veut une alternative réelle à l'opposition radicale et se démarque par ce fait de l'ensemble des autres partis existants. Notre démarche ne vise ni à défier quiconque, ni à se venger de quelqu'un. Elle vise plutôt à proposer de manière intelligente, sans hypocrisie, ni esprit de vengeance, mais avec courage et détermination, une alternative salvatrice à notre pays et à sa démocratie. Le parti La Nouvelle Alliance a fait l'option de promouvoir le social-libéralisme comme philosophie politique de gouvernance basée sur le libéralisme politique, culturel et économique. La présence en ces lieux du Parti du Renouveau démocratique PRD, du Parti Moël Bénin et de l'Union progressiste n'est sans doute pas anodine. Les jours à venir nous édifieront, mais en attendant, bon vent à la Nouvelle Alliance. Nous vous invitons à présent à suivre le compte-rendu des différents plateaux de l'émission Dimanche politique de ce 17 octobre 2021. Sauf décalage dans le calendrier, les 26 œuvres pillées dans les palais royaux seront restituées d'ici la fin de ce mois d'octobre au Bénin. Notre première requête, ça a été rendez-les-nous. Ça, c'est indiscutable, on ne peut pas faire autrement. C'est d'ici que ça doit partir, clairement. Ça ne part pas du musée du Louvre ou du musée du Quai Branly pour circuler et venir nous les présenter à nous et repartir. Ce qui avait été fait avec le trône de Béhanzin à un moment donné où on avait prêté pour qu'ils repartent. Ça, c'était pas admissible. Non, à partir du moment où ils sont à nous, nous sommes dans cette ouverture sur le monde. C'est des objets qui appartiennent au patrimoine universel. Il faut bien le comprendre. Il faut qu'elles partent de quelque part, de l'endroit qui les a produits, le Bénin, Abomey, mais à partir de là, les montrer au reste du monde. Cette restitution est liée à la volonté des gouvernements français et béninois, au dit de l'invité de François-Xavier Noumon. L'objectif, retourner ces œuvres dans le patrimoine culturel béninois. Au-delà de la nécessité de les renvoyer à leurs producteurs initiaux, ces objets royaux sont source de développement économique, de création d'emplois. Parce que les avoir ici, c'est drainer les touristes qui allaient les voir dans les musées des autres pour venir les voir dans nos musées ici. Confiant donc des nouvelles perspectives qui se pointent à l'horizon avec le soutien du gouvernement déterminé à faire du tourisme un vecteur de croissance et d'emploi, le chargé de mission patrimoine et tourisme à la présidence de la République ajoute. Il nous appartient, et c'est ce que nous allons faire avec tout ce qu'on a dit ici, de montrer que nous sommes matures et mûrs pour les entretenir et permettre qu'on vienne les voir dans les mêmes conditions de qualité qu'on les voyait au Quai Branly ou ailleurs. Le chef de l'État veut redonner sa grandeur aux Béninois et ça passe d'abord par s'aimer soi-même. Aimons-nous nous-mêmes avec nos richesses, notre vaudou, nos arts, notre culture, passée, présente et à venir. Sur le duel, l'autre sujet majeur est relatif à la fusion UDBN et BR. Sur le sujet, les invités de Gilles Christ Chidi n'ont pas fait économie de vérité. L'UDBN, le PRD et autres, être tentés de se fondre facilement comme ça dans un parti politique. Parce que ce n'est pas un exercice facile. Quelque chose que vous avez créé, pour lequel vous avez souffert. Oui. Et vous avez mis tout votre être. Un jour, vous décidez de sa disparition. Parce que quand vous fusionnez, c'est que vous disparaissez. Mais, au regard des règles du jeu en cours, on n'a pas de choix. Est-ce que les grands ensembles que nous sommes en train d'observer vont toujours demeurer après son départ? Ou bien rapidement, comme on le fait, les gens vont rapidement sortir de là-bas et venir composer encore une autre classe. C'est ce qu'on a vu. Ceux qui sont là venus, c'est des gens de FCBE et consorts qui hier louangeaient le chef de l'État pendant 10 ans. C'est des gens qui nous ont vendu le après, nous c'est nous. C'est eux, c'est des gens qui nous ont dit que quand telle personne dit d'aller à gauche, on va à gauche, à droite, on va à droite. C'est eux qui sont là. Est-ce que après le départ de M. Patrice Talon, les mêmes personnes ne vont pas foutre la réforme en l'air? L'inquiétude semble être grande, même sur les dos des éditorialistes. Des questions se posent aussi sur cette fusion. Est-ce que le respect
de cet accord pourra être véritablement fait par le bureau politique du Bloc républicain, dans la mesure où les cas qui étaient dans ce parti politique ne trouvent pas assez de satisfaction en quelque sorte. On ne devrait s'inquiéter, a martelé Serge Adanlao, le directeur de publication du quotidien Le Matinal. Pour lui, c'est juste le fruit des réformes politiques qui est observé. Le plus important, martèle-t-il, reste le défi à relever. C'est déjà plus ou moins un acquis, la mise ensemble. Désormais, les regards doivent être déjà tournés vers comment est-ce qu'il faut s'organiser pour que les législatives qui sont dans pratiquement 2 ans puissent véritablement être bien organisées et que, si possible, pourquoi pas ne pas chercher à ravir la visite à l'Union progressiste qui actuellement constitue la première force politique du Bénin. Je crois que une fois ensemble, il faut voir réfléchir dans ce sens-là. Claudine Affaire-Prudencio, son dynamisme politique, ensemble avec le ministre d'État Biotchané, ensemble avec les divers cadres du Bloc républicain qui étaient là avant l'arrivée de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, on puisse constater sur l'échiquier politique national qu'il y a un changement. Et lors des dernières élections, on a constaté que dans certaines communes, tout comme l'Union progressiste également, il y a des poches de résistance à ce parti politique-là. Il va falloir désormais travailler dans ce sens-là pour que le BR, quand on prendra chaque circonscription électorale, on puisse constater que le BR a une assise. C'est à cette seule condition que cette mise ensemble-là va plus ou moins combler les attentes. Les législatives de 2023 constituent l'un des sujets abordés au cours du décryptage de ce dimanche. Pour le consultant politique Agapite Napoléon Maforekan, ces blocs pourront siéger au Parlement. Suivez ses explications. Les tractations sont déjà en cours pour les législatives de 2023. Pour le consultant politique Agapite Napoléon Maforekan, le scrutin devrait se dérouler sans anicroche compte tenu de l'expérience capitalisée par les acteurs depuis l'aboutissement de la réforme du système partisan. Outre l'Union progressiste et le Bloc républicain, les autres formations soutenant la mouvance présidentielle doivent se fondre dans l'un des blocs ou créer un grand ensemble. L'UP et le BR occupent déjà le terrain. Ils ont des députés déjà en place. Ils ont surtout des maires et des chefs d'arrondissement et des conseillers. Ils ont le terrain. Alors, il faut cataclysme pour que les deux n'arrivent pas à atteindre les 10%. Alors, les deux, aujourd'hui, se partagent les 100% au Parlement. Même si demain, ça doit évoluer, il faut voir combien. Je dis, il ne peut pas avoir plus d'une autre force politique de la majorité, éventuellement. Et là encore, c'est discutable. Même si vous créez un parti aujourd'hui, pour que le parti-là s'ancre dans le paysage et politique, ça prend du temps. Du côté de l'opposition, le même schéma semble se dessiner. 2 ou 3 pour la majorité, encore 2 pour l'opposition. Mais quelle opposition? Quand vous regardez aujourd'hui l'opposition FCBE, c'est une opposition assez modérée. Assez modérée. Ils participent à l'animation de l'opposition, mais ils ne sont pas orduriers dans le langage. Quand vous regardez les démocrates, on ne sait pas encore qui ils sont. Est-ce que c'est un parti républicain, enfin de la République, ou est-ce que c'est un parti terroriste? On ne sait pas encore. Ce parti fait partie quand même du pôle radical. Et s'il maintient sa position sur l'échiquier, il peut avoir ses électeurs. Il aura ses électeurs. Donc, à moins que le MPL qui a existé avant les démocrates puisse se redynamiser. Mais là encore, l'opposition, c'est au maximum 2 partis. Donc, on aura en 2023, sans de nouvelles réformes particulières, on n'aura pas plus de 5 partis politiques représentés au Parlement. Pas évident que les tests changent avant 2023, fait savoir Agapite Napoléon Maforekan, qui note tout de même qu'il faut moderniser et actualiser le fichier électoral. Est-ce que, quand on dit 4 millions, 5 millions de Béninois sont appelés aux urnes, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est parce que j'ai la majorité que je suis obligatoirement prêt à aller voter? Et parmi ceux qui ont la majorité là, combien sont encore au pays? C'est là, parce que beaucoup sont dehors. J'ai vu sur la liste électorale des noms, des enfants qui étaient dehors. Et dans les pays où nécessairement on n'a pas organisé les élections. Donc c'est pour dire qu'il faudrait peut-être trouver le mécanisme de gestion de la liste électorale pour qu'on ait réellement
le nombre d'inscrits pour une élection donnée. Ainsi se referment les informations de cet après-midi. Merci de nous avoir suivis.